Donc, je m'appelle Cédric Montero, je travaille à l'Université de Montpellier comme maître de conférence et je mène mes recherches au LMGC à Montpellier, laboratoire de mécanique et génie civil. J'anime au sein du GDR Sciences du Bois le groupe de travail construction bois avec Nicolas Sauva de l'Université de Clermont. Alors, si vous suivez un peu l'actualité sportive cet été, vous observerez que la devise olympique s'adapte assez bien en fait à la filière bois. On construit les ouvrages, les entreprises construisent de plus en plus vite les ouvrages avec des niveaux de préfabrication élevés. Ici, un exemple au Canada d'un ouvrage qui a été fait 3 fois plus vite qu'en béton armé pour une résidence étudiante. Plus haut, on a des ouvrages courants en France en système constructif bois à peu près vers 40 mètres, ça devient courant. Un record à l'échelle mondiale qui est à 86 mètres aux États-Unis et un chantier en cours à 100 mètres à Zurich en Suisse. Et puis plus fort, avec un exemple donc d'ouvrage qui a été construit pour les Jeux Olympiques. Donc c'est une piscine, un centre aquatique avec une charpente à catène. Donc c'est des systèmes un peu comme des fils tendus qui font 90 mètres de portée en 3 morceaux et dont la section de chaque catène est un peu plus grande qu'une feuille A4. Et puis ça se fait de plus en plus ensemble, donc avec une filière bois qui est fédérée entre l'amont et l'aval. Donc l'amont, la forêt, l'aval, ses différents usages, une collaboration entre les différents matériaux. De plus en plus, ces entreprises mettent à profit différents matériaux biosourcés et géosourcés dans les ouvrages de façon mixte. Et puis des évolutions normatives en cours, la révision de l'Eurocode notamment, et réglementaires au travers des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits, et puis surtout des réglementations environnementales, alors 2020, mais bientôt RE25 avec une réduction carbone importante de cet indicateur-là. Alors, l'objet de mon propos ce matin va s'intéresser uniquement à des questions de structure ici, c'est-à-dire où les bois sont porteurs de chargements mécaniques qui sont déterminants pour l'ouvrage. Je ne vais pas m'intéresser à des applications, par exemple, de bardage, de platelage et autres, qui sont importantes pour la filière, mais je ne m'intéresse qu'à des éléments porteurs. Souvent, quand on parle de ces questions dans le grand public, la première chose qui vient en tête, c'est plutôt des aspects de durabilité. Alors, c'est des aspects qui sont très importants, bien sûr, hein, et on a donc les GDR qui ont montré avant des aspects importants, mais il y a une présentation juste derrière de Marie-France Thévenon. Donc, je vous invite à rester connecté, elle vous détaillera tout ça bien mieux que moi. Moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux de recherche, c'est plutôt de parler de longévité. Donc, c'est ce que je définis comme l'espérance de vie en bonne santé mécanique pour des éléments de structure. Donc évidemment, on a des questions de mécanique, d'élasticité, de comportement élastique et à rupture. Et puis des interactions avec l'eau et la température, c'est le cœur du webinaire de ce matin. Et puis une autre interaction avec le temps, c'est-à-dire quelle cinétique on observe dans ces phénomènes-là. Pour ça, on a des classes de services qui sont définies dans l'Eurocode, dans la norme Eurocode 5, et puis derrière, donc, des règles qui sont issues de cette norme, notamment utilisées par les entreprises dans les DTU. Donc, si on regarde un petit peu ce que dit la norme, on a actuellement, où on va avoir en tout cas 3 classes de services, et puis une quatrième où on a ici donc une classe de service qui est saturée, où le bois va être en permanence saturé d'eau dans ces conditions de service. Les 3 autres classes, si on les schématise rapidement, la classe 1, c'est intérieur chauffé avec une humidité assez basse en limite supérieure. Classe 2, donc c'est les usages où on n'est pas chauffé. Et classe 3, les usages où on peut avoir une humidité plus prononcée. Ce qui est défini actuellement dans l'Eurocode, c'est plutôt d'avoir donc une limite supérieure et une moyenne annuelle. Et puis, on va pouvoir ou devoir, dans certaines conditions, aller calculer des transferts à l'échelle de la section. Donc ça, c'est ce qui est proposé dans la révision de la norme. Et en fait, ça demande à avoir des choses un petit peu plus affinées, à la fois pour des aspects structure sur les ouvrages, mais aussi dans des aspects de diffusion liés aux sections des matériaux bois. Donc, si on schématise ça, on a une interaction entre l'eau et le bois qui est assez connue, qu'on peut décrire de la façon suivante, de façon simplifiée. Donc, avec dans l'axe des X, l'humidité relative de l'environnement, sur l'axe des Y, la teneur en eau à l'équilibre. Et on a quelque chose qui est non linéaire dans ce chemin-là, avec une hystérèse de comportement. Et puis, les variations de climat vont induire des phénomènes de diffusion que vous voyez sur le plan vert à gauche, avec une cinétique temporelle particulière, donc des phénomènes de diffusion. Ces effets-là, ils vont s'observer après. Au premier lieu, on va avoir des variations de dimension, donc des variations anisotropes dans le cas du bois, avec des différences de déformation liées à ces changements dans les différentes directions, donc tangentielles, radiales et longitudinales. Et ça induit des sillages qui peuvent bouger
entre leur transformation, la première transformation et leurs usages, et puis aussi dans leur exploitation en service. Donc, si on couple ça à de la mécanique, ces phénomènes d'hydrique, en fait, c'est des choses qu'on a tous déjà observées. Si on regarde un petit peu chez nous, on a tous, par exemple, observé une étagère de bibliothèque qui a pu se déformer comme ça avec le temps, sous le poids de livres, là, qu'on n'utilise peut-être pas assez. Et c'est cette flèche, en fait, qui va être intéressante de regarder dans le cas des usages en construction. Si on représente ça dans un diagramme assez classique de ces questions-là, donc on a la teneur en eau ici à l'équilibre sur l'axe des X et la complaisance sur l'axe des Y avec un paramètre de description à l'eurocode qui est le CADEF. On peut avoir une représentation avec un comportement instantané légèrement non linéaire, alors on ne l'observe pas trop quand on est sur ce schéma-là, et puis une non-linéarité qui s'amplifie avec le temps. Si on est sur un exemple à climat constant, on a une cinétique d'évolution ici dans une seule classe de service, mais c'est bien sûr jamais le cas dans les usages qu'on peut avoir dans la vie courante. On est très souvent dans des régimes instationnaires. Au sein d'une classe de service, c'est très courant, mais j'y reviendrai, on peut aussi avoir des changements de classe de service. Si on a par exemple des changements d'humidité, on représente ça souvent de façon schématique de la façon suivante. Un fluage à l'état sec va exprimer une déformation modérée. Un fluage humide constant va exprimer une déformation un peu plus ample, mais dès qu'on va avoir des variations, eh ben, on va avoir une amplification de ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le couplage mécanosortif, dans lequel on peut avoir donc, cette description normative qui est faite actuellement, donc avec un seul coefficient, et c'est une limite forte aujourd'hui de la norme, c'est on a un seul coefficient pour tous les bois. Alors il est défini par classe de service, mais il est pour tous les bois, feuillus, résineux, ça, le même coefficient. Et il est aussi pour toutes les situations mécaniques, c'est-à-dire qu'on est un élément en flexion, en compression, en traction, on a un seul coefficient et il englobe même les questions d'assemblage. Quand on a des assemblages mixtes, les coefficients de glissement au sein des assemblages sont décrits par ce coefficient-là. Donc ça, c'est une première limite qu'on observe dans le cadre normatif quand on essaye d'estimer ces niveaux de déformation. Et puis, l'autre côté dans l'inéquation qu'on cherche à vérifier, c'est un critère. Donc, c'est un critère où on a uniquement des simples flèches admissibles aujourd'hui, des critères de portée notamment. Et ben ça peut aussi poser question, pourquoi est-ce qu'on a un seul critère en fonction des différentes pathologies qu'on peut avoir, qui sont différentes entre un plancher, une façade ou à l'échelle d'un bâtiment entier. Donc nous, on travaille là-dessus au laboratoire. On essaye de comprendre un petit peu d'où viennent ces phénomènes-là. Donc on travaille à une échelle très fine, hein, des petits bâtons de glace, si je résume, donc des tout petits échantillons qui sont dans des enceintes climatiques et en climat constant. Et on essaye d'observer les cinétiques de variation. Alors ici, vous avez une représentation en log du temps de la complaisance. Sur des échantillons, par exemple, de peupliers, on observe des variations qui sont assez marquées au sein d'une même essence et aussi entre des essences. Et puis, on a fait un autre exemple de caractérisation expérimentale qui a été menée en collaboration avec Égletons, des campagnes expérimentales à l'échelle réelle, à l'échelle métrique, dans le cadre d'une thèse, ici sur des poutres en dimension d'emploi. Euh, une campagne qui a été faite donc, sur 8 poutres en intérieur, donc en classe de service plutôt 1, ou un petit peu 2 en tout cas. Et puis, ce qui nous intéressait surtout, c'est d'avoir deux climats très différents, parce que le climat d'Égletons et le climat de Montpellier sont bien sûr très différents, mais ils sont tous les deux en extérieur en classe 3. Un climat plutôt humide de montagne et un climat plutôt méditerranéen très sec et de plus en plus sec. Et donc, on cherche à caractériser les flèches à long terme sur ces poutres-là. Les pathologies en situation, elles sont de façon très marquée dans différentes situations. On peut avoir par exemple des creux de faîtage sur des bâtiments résidentiels, donc des flèches en travée hein, sur des éléments de faîtage. Donc, ils peuvent induire des pathologies de service et d'étanchéité au niveau des zones de toiture. Des déflexions de plancher, pareil, où on peut avoir des pathologies de fissuration de carrelage, de fissuration de plancher, de parquet bois par exemple. Des pertes d'intégrité de l'enveloppe, notamment dans les cas d'ossature bois, c'est beaucoup ce qui est observé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments qui vont bouger et avoir des pertes d'intégrité et de ponts d'étanchéité à l'air, et aussi d'intégrité dans les assemblages, par exemple ici des sabots qui sont pas trop dimensionnés pour reprendre des efforts de rotation, enfin des moments de flexion ici, ou de l'intégrité architecturale, donc des impacts sur d'autres corps d'état dans les ouvrages. Ça, c'est pour les situations courantes.
On a de plus en plus à faire face aussi dans la construction bois à des situations qui sont moins courantes. Je vais montrer ici 4 exemples de situations moins courantes d'actualité. Un premier exemple qui est sur une piscine découvrable. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages de piscines sont construits en bois avec la charpente bois actuellement. Ici, c'est une piscine qui a été rénovée à Paris avec un système de portée mobile. Et donc, au cours de l'hiver, la piscine est fermée quasiment tout l'hiver et au début du printemps. Et puis, elle est ouverte une partie de la journée pendant les périodes de printemps-été. Et donc, on peut se poser la question de la classe de service et de l'hygrométrie qu'on doit respecter sur les éléments bois qui sont ici des éléments mobiles. Et donc, s'ils viennent à beaucoup bouger, eh ben, ils ne pourront plus trop circuler sur l'ouvrage. Et peut-être que les flèches qui vont arriver ici en partie haute peuvent être problématiques pour les autres éléments de connexion. Un autre exemple sur lequel la filière bois s'est beaucoup intéressée et a beaucoup fait l'actualité, c'est le cas de Notre-Dame, où là, c'est des usages bois vert. Donc, le bois est équarri à un état qui est très humide ici et il va sécher sous chargement. Donc, ça, le cas de Notre-Dame et l'histoire de la construction bois montrent que c'est faisable. Mais d'un point de vue normatif, ça pose beaucoup de questionnements sur comment on peut faire ces vérifications-là. L'autre question qui est aussi posée, c'est dans les cas de réemploi, c'est-à-dire des bois qui ont subi des dizaines d'années de chargement dans des situations mécaniques qu'on connaît peut-être pas très bien et qu'on va réemployer dans la construction. Et donc, ils ont peut-être des flèches issues de ces déformations mécanosortives qui sont à quantifier ou à contrecarrer dans le cas d'usage dans la construction. Et puis un dernier exemple qui est aussi intéressant sur les immeubles de grande hauteur, qui sont beaucoup des immeubles en bois lamellé croisé, en CLT, où on peut avoir des pluies en phase chantier. Les phases chantier dans le bois sont assez courtes, mais on peut avoir quand même des pluies. Et donc, comment sont gérés ces apports d'eau liquide sur les chantiers? Ou bien dans des cas de pathologie ici, je montre un cas qui a aussi intéressé la filière bois, c'est les cas des douches sans ressaut, où les éléments de douche sont inclus dans le complexe de structure, dans le CLT, et où s'il y a une fuite, eh bien, on la voit de façon très tardive, soit en sous-face, sous les placos, soit en surface, mais de façon très tardive et avec un bois, en tout cas, qui est très saturé en eau. Bien sûr, ces activités scientifiques que j'ai montrées sont faites ici au laboratoire, mais il y a beaucoup d'autres travaux. J'évoque ici certains travaux donc, qui sont faits à Navier sur le feuillage des CLT, à Tarbes sur l'inclusion de capteurs dans le bois lamellé collé, à Nantes sur le suivi de santé structurale, ou au sein d'un consortium entre Clermont, Bordeaux et Égletons sur l'affluage et la fissuration. Et puis, il y a un réseau qui est un peu comme un GDR finalement, mais qui est à l'échelle européenne, qui s'appelle les actions COST, Hélène en l'occurrence, donc qui s'intéresse aux immeubles de grande hauteur et dont il y a un groupe de travail sur ces questions de déformation sur les bâtiments de grande hauteur. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je n'ai pas vu dans le forum, mais je suis prêt à y répondre. Merci, merci Cédric. Juste, Sandrine me disait, à juste titre d'ailleurs, il faudra nous envoyer les PowerPoint ou en PDF, hein, comme ça on les mettra sur nos sites, parce qu'on tient à jour un petit peu les webinaires qui est les présentations en ligne. Si vous avez des éléments confidentiels ou que vous voulez pas montrer, vous pouvez les enlever, bien entendu. Mais bon, elles apparaîtront sur les vidéos YouTube. Et si on a 1 ou 2 minutes, s'il y a une question sur la présentation, si quelqu'un veut prendre la parole. En direct. Ah oui, alors il y a Oui, Amandine Amandine, Célino. vas-y. Mais par contre, on vous Vous entend. m'entendez? Ah, C'est Oui, parfait. bon, très c'est bien. bon. Ok, donc je suis Amandine Célino, peut-être que vous me connaissez pas tous. Donc je suis du GEM à Saint-Nazaire. Donc, merci pour la présentation. Moi, je voudrais juste rebondir sur une question enfin, sur un point d'intérêt, c'est le réemploi. Vous en avez parlé un tout petit peu là. Est-ce que vous avez des idées enfin, c'est une question qui devient de plus en plus intéressante. Par contre, on n'a pas encore les techniques. Voilà, est-ce que vous avez des idées un peu sur comment on pourrait euh, je sais pas, des protocoles pour évaluer justement ces teneurs en eau, enfin, c'est cet aspect humidité pour le réemploi. Alors, il y a des Est-ce techniques que... de mesure qui existent pour mesurer des teneurs en eau de chantiers classiques, résistives ou voire capacitives ou inductives. Mais je pense qu'il y a surtout un gros enjeu sur la caractérisation mécanique de ces bois et de faire un test non destructif, de les faire vibrer ou avec des méthodes comme ça. Il y a des groupes qui travaillent là-dessus pour avoir des méthodes non destructives, justement pour recaractériser et savoir finalement quelle est l'élasticité de ces bois, voire peut-être en casser un ou deux pour avoir des modèles à rupture et essayer de voir ce que ça donne.
Et pour moi, c'est un levier fort en fait sur le cas du réemploi, Mm, notamment vis-à-vis des assureurs. mm. Merci Cédric.